Très bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette session où je vais vous parler d'utilisation de Docker qu'on fait sous le contrôle de Bluemix, donc une session de 45 minutes. Alors je m'appelle Philippe Thomas, donc je travaille chez IBM et je suis architecte. Je travaille principalement avec les partenaires un peu partout en Europe. Et où donc je participe à des architectures principalement dans l'environnement cloud, mais aussi avec des contraintes quelquefois autour de l'analytique. Alors j'ai prévu voilà, un petit agenda assez court, parce que bon, 45 minutes ça passe vite. Je vais redire peut-être quelques évidences sur Docker. On a beaucoup parlé de Docker pendant ces 3 jours ici à Devox. Donc je vais peut-être un petit peu enfoncer le clou avec des évidences, mais bon, c'est toujours bien de redémarrer un petit peu des choses simples. Ensuite, je passerai un bon moment sur notre implémentation de container qui s'appelle Bluemix Container Service, qui est un service disponible sur notre plateforme cloud Bluemix chez IBM. Je terminerai par vous parler un petit peu d'orchestration avec notre implémentation de Kubernetes, et je finirai par une petite démo justement de cette implémentation-là. Et ensuite, donc, j'espère, j'aurai quelques questions. On a déjà beaucoup parlé de containers durant ces quelques jours, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Sachez qu'on a effectué plusieurs implémentations de containers dans l'environnement Bluemix. On avait démarré donc en 2013, fin 2013, dans Bluemix, une implémentation de Cloud Foundry qui reposait sur les Warden, donc une forme de container. En 2014, on va le voir, on a travaillé beaucoup avec Docker pour l'implémentation de notre solution qui a vu le jour en début 2015. Aujourd'hui, plus récemment, on réfléchit à implémenter d'autres containers dans notre solution, mais rien n'a été décidé encore. Et par contre, pour la partie Cloud Foundry, on a migré en début d'année à Garden, à Diego. Voilà. Donc quelques évidences sur Docker. Donc aujourd'hui, Docker, c'est un ensemble de technologies associées au kernel, donc comme les namespaces, ces groups, les overlay file systems et un format d'image. Et c'est les présentations qui viennent du site Docker avec effectivement comparaison avec les VM. On verra que ce n'est pas toujours justifié de faire ce genre de comparaison, puisque des futures implémentations peuvent effectivement tourner sur des VM, des implémentations de Docker dans notre contexte de cloud. Pour vous fixer un petit peu les idées, donc on a démarré un partenariat assez actif avec Docker en 2014. C'était un partenariat stratégique qui s'est poursuivi jusqu'en 2016. Et on reste toujours sur cette lancée pour continuer avec eux et donc avec Kubernetes pour implémenter notre compute de container, notre container as a service. On a beaucoup d'initiatives qui sont plus d'une dizaine d'initiatives chez IBM qui permettent d'utiliser les containers Docker. Donc dans différents environnements, sur des systèmes Power, les systèmes P de chez IBM, ainsi que sur des différents types de hardware aussi, où on a implémenté ces environnements. Alors juste pour ceux qui ne sont pas forcément des grands connaisseurs de Docker, je m'excuse pour les autres, on trouve donc dans les fonctions basiques de Docker, trois phases, on va dire, pour faire vraiment très simple. Une phase de construction d'une image, donc container image, qui est la première phase qui se trouve ici. Donc on a ce qu'on appelle le build.
Ensuite, on va pousser cette image dans un repository ou un registry. Et puis ensuite, on va faire un run pour activer donc, une instance de ce container à travers un Docker Engine. Donc pour faire ça, on a différents moyens. Le moyen le plus adapté que je vois chez la plupart de mes partenaires, qui est utilisé aussi parmi beaucoup de gens, c'est l'utilisation de la ligne de commande Docker. Donc cette ligne de commande, elle est assez simple en fait. Quand on a compris le build, le push et le run, après les autres sont assez proches en fait de commandes qu'on trouve dans les systèmes d'exploitation. Et le PS par exemple, le kill, etc. Alors juste, je vous ai mis ici à titre indicatif un petit script, on va dire, qui explique de quoi on part. Par exemple, ici, on part d'un répertoire où on a rassemblé un certain nombre d'informations, donc une application Node.js, app.js, qui est très basique. Un fichier Dockerfile, donc c'est le fichier qui va décrire les différentes commandes qu'on va devoir exécuter au moment du build. Donc là, on voit qu'on va aller chercher un certain nombre d'informations, qu'on va les copier dans l'image. Et puis, on va également mettre à jour les packages avec ce npm install. On va exposer port 8080. Ensuite, dans le step 3, on fait le fameux build vers un registre. Et puis, on pousse ensuite cette image et le world vers un registre. Et après, donc, on voit cette image qui apparaît dans le registre. Et puis ensuite, on peut faire le run pour le faire tourner. Donc une implémentation relativement simple. Donc certaines personnes d'ailleurs ont pensé à un moment donné que cette implémentation, qui était tellement simple, allait peut-être pouvoir remplacer des fonctionnalités comme Cloud Foundry dans le Platform as a Service. Donc on est vraiment tout à fait aux frontières de ces deux approches, de l'approche Cloud Foundry et de la virtualisation. Alors, IBM a également investi beaucoup dans la production d'images dans le Docker Hub, donc indépendamment de notre solution Bluemix. Et donc ici, vous voyez donc un grand nombre d'images qui sont présentes dans le Docker Hub et que vous pouvez aller chercher. Donc il y a des logiciels classiques de la gamme d'IBM aujourd'hui qui ne sont plus seulement produits sous forme d'installation classique, c'est-à-dire que vous installez dans votre data center on-premise. Vous pourrez donc évidemment les installer où vous voulez, hein, sur du cloud, sur du cloud public, du cloud privé, etc., sur n'importe quel environnement, à condition d'avoir un Docker Engine pour le faire tourner. Donc là, j'ai quelques exemples avec du WebSphere, par exemple, si vous connaissez un petit peu du WebSphere Liberty, qui sont les logiciels IBM qui permettent de supporter donc, des applications J2E. Ou également du MQ, etc. Même les dernières implémentations de solutions, par exemple sur la gestion des API, comme API Connect, sont aussi dans le Docker Hub. Donc il y en a beaucoup vraiment que vous pouvez trouver. Alors souvent on me pose la question de savoir quelles sont les licences, comment fonctionne le mode de licence. Donc évidemment il faut, pour utiliser ces logiciels, il faut avoir des licences IBM. Donc il faut avoir au moins appelé un commercial quelque part à un moment donné pour payer une licence. Voilà, donc ça c'était juste une petite introduction sur Docker, très rapide, pour vous remettre les choses un peu au clair. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aborder la partie Bluemix Container Service. Alors, avant de vous parler de ce service spécial qui gère les containers dans Bluemix, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que Bluemix. Parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent sur le stand et qui nous demandent « mais qu'est-ce que c'est que Bluemix ?» Certains se rappellent qu'il y a quelques années, on a lancé cette plateforme, et c'était surtout du Cloud Foundry. Donc Cloud Foundry que vous voyez apparaître ici à droite. Mais aujourd'hui, on supporte, on va dire, 5 types de compute mode. Hein, donc on a 5 types de compute options. On a donc celles sur lesquelles on a le plus de contrôle,
qui se trouve à gauche, là, avec le bare metal. Bare metal, c'est-à-dire que sur notre plateforme cloud, vous pouvez commander une machine physique dans notre data center nue. Et dessus, vous pouvez installer absolument ce que vous voulez. Ensuite, vous avez évidemment, vous pouvez commander également louer des VM. Donc, on supporte aujourd'hui deux types de serveurs virtuels. Des serveurs virtuels dédiés, c'est-à-dire qui tournent dans un environnement hardware spécifique, propre à votre demande, ou bien des serveurs virtuels partagés. Donc, c'est des VM qui seront partagés sur un matériel avec d'autres clients. Ensuite, on a ces containers dont on va parler tout de suite. Ensuite, on a ce pourquoi on a été connu au début, c'est-à-dire c'est Cloud Foundry. Cloud Foundry, l'idée, c'était d'arriver avec une application, de pousser cette application, de faire un Cloud Foundry push, un CF push de cette application directement dans Bluemix et de pouvoir démarrer son application le plus rapidement possible, sans avoir au préalable à avoir installé une VM ou des containers ou des choses comme ça. Et finalement, on a opté pour une approche serverless qui s'appelle OpenWhisk et qui permet de prendre des actions automatiquement sur la réception d'événements. Donc ça, c'est assez nouveau. Malheureusement, si vous êtes intéressé, je vous encourage à venir nous voir sur notre stand pour en discuter. C'est arrivé l'année dernière et c'est donc une approche open standard, open source, open standard qu'on a retenu pour OpenWhisk. Cloud Foundry fait partie des standards open. Les containers, on a retenu Docker qui fait partie aussi de ça. Et puis pour les autres, tout le reste, eh bien, on utilise aussi des standards open. Donc, alors, ça c'est la première partie de notre plateforme cloud. C'est la façon dont on va faire tourner les applications. Ensuite, on a des services qui correspondent en fait à ce qu'on avait avant chez IBM, c'est-à-dire un catalogue très important de logiciels. On a décidé de porter un grand nombre de ces logiciels sur le cloud. Donc si vous avez vous rappelez un petit peu de DB2, vous allez retrouver dans cette liste quelque part dans la partie Data et Analytics du DB2. Donc IBM DB2 on Cloud. Il se trouve par là. Donc tous ces services en fait correspondent soit à des logiciels IBM qui ont été portés sur le cloud, soit à des nouveaux services comme toute la partie Watson Cognitive par exemple qui concerne notre approche d'intelligence artificielle dans le cloud. Donc là on a une quinzaine de services que les gens connaissent bien. L'Internet of Things aussi, où on a une approche plutôt orientée métier, où on va par exemple avoir de l'Internet of Things pour l'assurance, pour les voitures, pour l'électronique, etc. Et puis après, vous allez retrouver tout un tas d'autres services, beaucoup de DevOps, la sécurité évidemment, qui est quelque chose de très très important. On va en parler tout à l'heure avec les containers dans notre solution. Voilà. Et on a aussi dans ce catalogue, ça c'est que les services IBM, on a également de nombreux services de partenaires. Donc si vous êtes partenaire, vous pouvez prétendre à intégrer ces services dans notre catalogue et devenir ainsi exposer vos services. La plupart de ces services utilisent des API REST et sont sécurisés d'accès, au niveau de l'accès. Alors donc, dans cette liste, effectivement, on a ce Docker Containers Service qui est présent et qui permet assez rapidement d'implémenter des containers, donc sans avoir trop à se poser de questions. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un container en quelques clics. Vous pouvez aussi importer des images. On propose une douzaine d'images par défaut, mais vous pouvez très bien, très rapidement, vous créer des containers. Alors il y a deux types de containers par défaut. Il y a les containers de type single. Ceux-là, ils sont célibataires, ils sont tout seuls. Et puis vous avez les containers scalables, donc c'est plutôt des groupes de containers. Donc vous avez juste des noms à donner, la taille de l'image, etc., un certain nombre de choses, et très rapidement vous avez votre container qui fonctionne.
Alors, comment est-ce qu'on a fait pour implémenter cette solution? C'est ce qu'on appelle une solution managée par IBM, hein, donc gérée par IBM partiellement. Et donc, il y a des choses qui dépendent de la responsabilité d'IBM et d'autres choses qui dépendent de la responsabilité du client. Donc, en bas, vous avez tout ce qui dépend de notre responsabilité. Donc, on fournit on va dire toute la quincaillerie en dessous là, des machines physiques pour pouvoir faire tourner ces containers. On fournit un certain nombre de composants logiciels qui vont permettre de faire tourner tout ça. Donc ça a été créé début 2015. Et à l'époque, bon, on n'avait pas encore l'accès open source Kubernetes. Donc on a fait une implémentation spécifique avec nos dispositifs d'orchestration, d'autoscaling, etc. Vous pouvez voir au passage qu'on a un dispositif de scanning de vulnérabilité, donc je vous montrerai un petit peu par la suite, qui permet de vérifier le fonctionnement des containers. Donc on va aller scanner à l'intérieur des containers, vérifier qu'on n'a pas de vulnérabilité au niveau de la sécurité. Donc sinon, du côté de l'utilisateur, lui, il va donc soit importer des images, soit démarrer à partir de ces images, il va démarrer des containers, ou utiliser les images existantes qui sont fournies dans le registre que nous gérons. Et il va pouvoir également faire du compose, c'est-à-dire pouvoir mettre en relation différents containers et gérer des groupes scalables de containers. Alors si on regarde d'un peu plus près comment fonctionne le flux en fait, des commandes et comment ça fonctionne, en fait, on met à disposition de nos utilisateurs ce qu'on appelle une partie d'un repository, une image repository, donc un namespace spécifique. Donc chaque utilisateur aura son ou ses namespace. Donc on retrouve les commandes qu'on a vues tout à l'heure, on utilise les commandes de base, donc Docker, build ou pull selon l'endroit où on va aller chercher nos images. On descend en local. Ensuite, on tag et on pousse ça dans le namespace. Et puis ensuite, on a des commandes un peu spécifiques, des commandes en ligne un peu spécifiques qui vont nous permettre de démarrer. Alors, on pourrait utiliser aussi les commandes Docker à ce niveau-là, mais bon, c'est une question pas de facilité. On a préféré donc fournir un dispositif qui utilise nos propres lignes de commande, mais vous pouvez très bien utiliser les commandes Docker aussi après avoir modifié quelques variables d'environnement. Et l'idée, c'est de pouvoir donc démarrer, de faire un run d'un container ou de plusieurs containers. Donc pour les commandes qui s'appellent les commandes IC, hein, comme IBM Containers, on retrouve en fait, comme je viens de l'indiquer, la plupart des commandes Docker, mais qui seront préfixées par IC, comme IBM Containers. Et il y a quelques commandes, vous voyez, qui sortent du lot, par exemple pour récupérer l'adresse IP ou pour assigner une adresse IP, eh bien, on a une commande IC, donc pour IBM Container IP. Sinon, la plupart des autres commandes, effectivement, ici, sont des commandes, vous voyez, entre parenthèses Docker. Ici, on peut visualiser évidemment le contenu du namespace dans Bluemix qui vous est associé. Ici, donc, des images qui sont fournies. Et puis, vous pouvez évidemment voir les containers qui sont en train de tourner, les démarrer et voir ces containers qui sont en train de tourner. Donc, si on n'est pas fan de la ligne de commande, eh bien, on peut effectivement, comme j'avais indiqué précédemment, on peut passer par les différents menus qui mappent les commandes IC. Alors, on fournit, j'avais dit, une douzaine de containers dans ce cadre-là, d'images, pardon, prêts à tourner. Donc c'est du Node.js, c'est du Liberty, etc. Ainsi qu'il y a d'autres, effectivement, pour la gestion de la mobilité, on a une solution qui s'appelle Mobile First Platform Foundation, qui est fournie aussi également sous forme de containers. On peut évidemment avoir accès à toute la liste des produits des containers qui se trouvent sur Docker Hub, comme j'ai indiqué. Alors, une des grandes particularités,
Et on a beaucoup de demandes et beaucoup de questions aussi sur cet aspect-là, c'est l'aspect sécurité des containers. Donc la sécurité des images et des containers. Donc on a implémenté un dispositif de vulnerability scanning qui permet de scanner soit les images quand elles se trouvent dans le registre, ou bien de les scanner quand elles sont en train de tourner. C'est du live scanning. Alors là, je vais peut-être switcher avec succès, j'espère, sur le produit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, j'ai, vous voyez, deux containers qui sont en train de tourner, un container Mongo et un container Let's Chat. Si je double-clique sur Let's Chat, par exemple, va me visualiser le contenu de ce container. J'espère. C'est toujours un peu l'effet démo. Ah, mince. Une question d'IP, c'est possible. Ah, d'accord. Non, je vais simplement repartir au mix.net. Bon, c'est ça, on prévoit tout et puis... ouais. Alors, je suis pas sûr. Le problème, c'est que je vois pas trop où je suis. Ouais. À Londres. Ouais, mais j'ai changé de user. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais c'est dingue. Changer de compte. Bon, pas grave, je vais vous montrer quand même. J'avais pris des screenshots au cas où. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Donc, voilà. Donc en fait, lorsque vous regardez, vous zoomez sur un container, vous pouvez voir ici, vous voyez, un certain nombre d'onglets, enfin de boutons plutôt, qui présentent un certain nombre d'informations et qui vous donnent déjà, qui vous expliquent qu'il y a un problème de vulnérabilité au niveau de votre image ou de votre container. Alors en plus de ça, je veux dire que vous avez également d'autres dispositifs de sécurité au niveau des hosts qui sont implémentés, et ainsi que l'isolation. On a une forme d'isolation au niveau des images, des registries, pour éviter donc effectivement que d'autres personnes puissent accéder à vos images. On a des dispositifs de network overlay aussi qui permettent une forme d'isolation entre les différents comptes. Donc, si vous cliquez sur chacun de ces onglets ici, si vous avez une alerte qui apparaît, eh bien, vous pourrez voir ce qui se passe. Donc, vous aurez d'abord, on va appliquer ce qu'on appelle des policies qui vous permettent de visualiser les principaux problèmes. Donc là, par exemple, des problèmes liés aux images qui sont des packages qui offrent potentiellement des vulnérabilités. Donc ensuite, on peut regarder plus précisément quelles sont ces vulnérabilités en cliquant sur le deuxième bouton ici qui concerne les packages. Donc, le deuxième bouton qui se trouve ici. Voilà. Donc là, on a potentiellement, vous voyez, 300 packages qui présentent des vulnérabilités. Donc, ils vous présentent effectivement les différents points et ils vous donnent des recommandations également, des actions correctrices donc pour upgrader un certain nombre de packages. Voilà. Alors, si vous voulez des explications, il y a aussi une base de données derrière tout ça qui vous permet, en cliquant ici sur le chiffre en bleu, d'avoir tout le détail pour comment on a détecté ça, pourquoi, quelle est la personne qui l'a détecté et qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, on a également des recommandations sur les bonnes pratiques.
pratique, pardon, et puis des informations sur les problèmes de configuration au niveau de la sécurité au sein du programme, de l'application et de ses packages. Et alors, si vous voulez un petit peu intervenir au niveau des différents paquets, des différentes policies, vous pouvez le faire en forçant, bien sûr, le fait en bloquant le déploiement d'une image. Alors, on a plus récemment, c'était à la fin de l'année dernière, on a un autre, en plus des vulnérabilités advisor, on a un autre dispositif qui s'appelle IBM X-Force. Je vous encourage vivement d'aller voir ce site. Il y a énormément d'informations sur, c'est pareil, sur des notions de risque associées si vous laissez passer vous déployez ce container en prod, et ben voilà tous les risques que vous allez encourir. Donc là, effectivement, vous voyez, c'est très grave. Et il y a un certain nombre de rubriques qui sont passées en revue. Donc là, on est vraiment à fond dans les problèmes qu'on peut rencontrer. Et là, c'est pareil, vous avez également des recommandations supplémentaires. Et donc ça a été implémenté par défaut. Donc ce n'est pas quelque chose que vous avez à faire en plus ou un service que vous avez implémenté en plus, c'est vraiment en standard dans notre solution. Voilà. Alors, pour continuer, on a également des annonces qui ont été faites la semaine dernière à Las Vegas lors de notre show annuel qui s'appelle Interconnect. Et il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été annoncées, notamment donc, en matière d'orchestration. Donc, en matière d'orchestration, donc, il y a un choix qui a été fait sur Kubernetes et l'implémentation est déjà en cours. Bon, pour l'instant, cette implémentation est bêta et la bêta devrait se terminer en fin de mois d'avril sur Kubernetes. Après, sur les autres moteurs d'orchestration, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Je pense que c'est encore à l'étude. Il est très fortement question, effectivement, de Swarm, de la partie Swarm, mais bon, je n'ai pas de précision là-dessus. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on a implémenté ça. Donc, peut-être avant, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont familiers avec Kubernetes. Donc, qu'est-ce que c'est Kubernetes? En fait, c'est une plateforme open source aujourd'hui qui, au départ, avait été implémentée par Google. Donc, on bénéficie, je dirais, de 15 à 20 ans d'expérience de Google en matière d'automatisation de déploiement et d'orchestration. Il y a toute la prise en compte de la gestion de la scalabilité et puis toute la gestion des clusters, dans un environnement avec de la haute disponibilité, par exemple, avec une approche qu'on appelle application centrique ou container centrique. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse là, ce n'est pas tellement les machines qui tournent dessous, mais plutôt les containers eux-mêmes. Donc le produit est 100% open source, c'est pour ça que ça nous a intéressés, c'est que bon, nous on cherche toujours à promouvoir des solutions open source dans nos solutions, parce qu'on sait qu'on va avoir une adhésion de la part de nos clients. Donc le produit a été développé en Go, voilà, il y a un écosystème assez riche, et également il y a une terminologie et des concepts qu'il faut apprendre. Donc si vous n'êtes pas familier avec Kubernetes, il faudra à un moment donné ou à un autre avaler toute la terminologie, tous les concepts qui ne sont pas très complexes mais qui nécessitent un peu de temps. Donc il y a de très très bons tutoriels vidéos, etc. sur les sites Kubernetes. Et voilà, donc on retrouve, je ne vais pas passer en revue le détail de tous les concepts. Vous allez voir, quand on va créer notre cluster, on va définir donc un master, enfin, des nœuds, donc qui sont les plateformes qui peuvent être soit des machines virtuelles ou des machines physiques, ou des machines dans le cloud, enfin, ou des bare metal dans le cloud, par exemple. Et on va définir différents nœuds. Donc il y a généralement un nœud master pour X nœuds worker. Chaque nœud worker va contenir des pods qui sont des groupes de containers.
faire court. Voilà. Donc après, il y a d'autres concepts autour de la replication, puisqu'on va fonctionner en mode cluster. Donc on va retrouver des notions de replication, des notions de service, et puis des notions de gestion aussi de secrets qui permettent c'est toutes les informations spécifiques pour sensitives qui concernent les containers. Voilà, donc on a également un API serveur et un scheduler qui sont les principaux composants aussi du master. Donc juste pour vous montrer une architecture, on va dire, c'est pareil, un peu simplifiée, comme je vous l'ai fait tout à l'heure pour la partie container Docker. On a donc ce master qui va ici prendre en compte différents workers, différents nodes de différents workers, et dedans vous allez retrouver ces fameux pods. Et aussi également une notion de service. La notion de service dans Kubernetes, c'est plutôt la possibilité d'exposer les adresses IP et les ports que vous allez définir pour votre application. Donc là, c'est pareil. Dans notre implémentation, on a décidé d'utiliser kubectl, donc la commande de contrôle de Kubernetes. Et donc, c'est une commande aussi assez riche avec pas mal de sous-commandes. On va en utiliser quelques-unes tout à l'heure dans la démo. Donc le run, par exemple, le expose, le create aussi. Voilà, puis quelques autres. Le expose. Donc dans notre implémentation, on a décidé, parce qu'en fait, on a l'impression voilà, que c'est assez simple à implémenter, il y a un vocabulaire très riche, tout ça, mais en fait, dans les faits, quand vous avez à installer un environnement Kubernetes, ça reste quand même pas forcément évident, surtout sur la partie communication et réseau, où là, il y a pas mal de choses à faire. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'automatiser toute cette partie-là. Donc, la responsabilité d'IBM va rester sur la partie master, qui se trouve à gauche, et par contre, on va générer tout votre cluster, c'est-à-dire le master et les containers, automatiquement pour vous, avec tous les composants qui vont bien, tous les constituants réseau, etc. Donc ça représente un gros travail. Pour vous donner une petite idée, quand on crée même un cluster relativement simple, ça prend quand même une quinzaine de minutes pour implémenter tout ça. Alors, c'est quelque chose que vous pourrez tester, je vous expliquerai après comment, si ça vous intéresse évidemment. Vous pourrez tester gratuitement, tout du moins jusqu'à la fin de la bêta, fin avril. Voilà. Alors il y a un autre point aussi très important quand on parle de cluster, c'est qu'on parle aussi de haute disponibilité. Et donc IBM a décidé d'implémenter 6 zones de disponibilité, availability zone, pour la gestion des containers dans le cadre de Kubernetes. Donc là, c'est des petits exemples qu'on a dans les tutoriels qui vous permettent de tester, d'implémenter. Bon, là, ce que je vais vous montrer en exemple, ça sera un exemple simple, parce qu'on n'aura pas suffisamment de temps. Et puis sinon, vous avez d'autres leçons qui vous permettent d'aller plus loin et d'implémenter des choses plus complexes. Un autre dispositif aussi très très important autour du monitoring des containers, vous aurez l'accès évidemment aux commandes kubectl qu'on a vu tout à l'heure. Vous aurez aussi l'accès au dashboard qui est fourni par Kubernetes, et ainsi que toute la partie monitoring et également des informations sur le fonctionnement de vos workers, vos différents nœuds, et puis des différents déploiements que vous aurez effectués. Donc juste pour conclure sur cette partie-là, puis après je passe à la démo. Vous avez donc, pour résumer un petit peu ce qu'on est en train de faire avec Kubernetes, vous avez à gauche ici tout ce qui est apporté par Kubernetes, c'est-à-dire en standard. Donc on va retrouver du self-healing par exemple, on va être capable automatiquement de tuer des containers s'ils sont en mauvaise santé. On va être aussi capable de démarrer des nouveaux containers s'il y a un problème avec un container, automatiquement. On a un service de discovery qui est fourni et de load balancing qui est fourni par Kubernetes. On a ce qu'ils appellent du scheduling intelligent. Voilà, la gestion de la configuration et des informations sensibles.
On a des dispositifs de roll-out et roll-back. Donc là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir m'étendre trop longtemps. Et puis, bien sûr, on couvre ce qu'on appelle l'horizontal scaling. Toute la partie à droite ici, ça couvre plutôt les bienfaits qu'apporte Bluemix dans ce contexte. La première chose, je pense, qui est très importante pour les utilisateurs, c'est de conserver la gestion avec les commandes natives de Kubernetes, donc kubectl, ainsi que le dashboard. Vous avez une gestion simplifiée du cluster. Donc on verra quand on crée un cluster, c'est juste une commande. Et en fait, une fois que cette commande est passée, il vous construit tout le cluster, donc le master et les workers automatiquement. Vous allez pouvoir évidemment construire le cluster que vous voulez, c'est-à-dire avec un nombre de workers différents, avec des VM ou du bare metal derrière, comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment très très important. On a des dispositifs de sécurité étendus. Et puis, vous bénéficierez bien sûr de l'accès à tous les services qu'on a vus tout à l'heure, y compris les services Watson, qui sont nos services d'intelligence artificielle, qui sont accessibles évidemment à partir des containers, des applications dans les containers. Donc voilà pour faire court. Alors, ce que j'ai prévu, c'est une petite démo très rapide. Je vais déployer un cluster. Je vais pas créer le cluster parce que ça prend, comme j'ai dit tout à l'heure, ça prend un petit peu de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer ça en live. Donc, là, ce que j'ai fait, j'ai déjà créé ici un cluster dans Bluemix. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire avec la console directement, ou bien que vous pouvez faire avec la ligne de commande. Donc, je vous montrerai avec la ligne de commande, c'est une seule ligne en fait pour créer un cluster. Donc là, j'ai un cluster avec un seul worker dedans. C'est ce qui est fourni, on va dire, par défaut dans la limite de l'essai gratuit que vous pouvez obtenir pendant 30 jours. Donc vous voyez un nœud, un worker, un seul worker qui est fourni. Vous pouvez voir également plus d'informations sur le worker, ici, avec des informations sur les VLAN, sur l'adresse IP, etc. Donc je vais passer plutôt en mode commande, et puis après on verra ce que ça donne. Voilà, donc hop. Voilà. Alors j'ai préparé, comme c'est des commandes qui sont quelquefois un petit peu longues, j'ai préparé, je vais faire du copier-coller, hein, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais il y a des commandes qui sont un peu longues. Un petit peu longues, voilà. Je reviens ici, voilà. Donc la première chose qu'on va faire, alors je vous montre juste les commandes qui vous permettent de créer le cluster. Donc c'est la commande donc container service, cluster create, et ensuite on peut faire un help pour voir les paramètres qu'on a dans cette commande. Je ne vais pas la repasser puisque mon cluster est déjà créé, et ainsi vous pourrez voir ce que ça donne. Donc lorsqu'on crée un cluster, on va lui donner un nom, on va indiquer aussi le data center. Aujourd'hui, Bluemix, au total, vous avez, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant l'approche Kubernetes, on aura donc, alors pour l'instant, on n'a qu'un seul data center aux États-Unis, mais à la fin de la bêta, on aura, je pense, 6 data centers qui seront concernés, ici, dont 2 en Europe. Ici, vous allez avoir également, donc, vous pourrez mentionner, si vous avez déjà des VLAN, vous pourrez les mentionner. Sinon, par défaut, il ira vous chercher des VLAN de lui-même. Vous allez pouvoir donner le nombre de workers, ainsi que le type de machine sur lequel vous allez tourner, sur laquelle vous allez faire tourner les workers, c'est-à-dire leur taille, le nombre de cœurs, la RAM, etc. Et puis, vous allez définir aussi le type d'isolation que vous voulez, private ou public. Donc voilà. Donc là, j'ai déjà dans mon cas de figure un cluster qui tourne. Donc je vais vous montrer donc ce cluster qui s'appelle MyCluster. On a vu tout à l'heure. Et donc il y a un seul worker. Donc c'est vraiment pas un exemple concret, complexe, avec beaucoup de workers, mais bon, on peut aussi faire cette démo si on a un peu plus de temps. On peut aussi faire cette démo qui est proposée dans le cadre des tutoriels fournis par IBM.
Donc ici, on voit le nom du worker et puis son adresse publique. Okay. Donc là, je vais maintenant rapidement donc voir les images que j'ai à ma disposition. Voilà, donc j'ai un certain nombre d'images. Alors, je ne vais pas utiliser les images, on va faire un build d'images nous-mêmes, donc avec un Docker build. Donc, on va rester dans des choses assez simples. Donc, j'ai dans mon répertoire où je suis, j'ai une petite application Hello World, celle que je vous ai montrée tout à l'heure en introduction. Et donc, on va exécuter donc, toutes les commandes qui se trouvent dans le Dockerfile. Et on va construire donc, effectivement donc, une image. Qui s'appelle Hello World, qui apparaît en haut. Maintenant, je vais donc pousser cette image. Donc, des choses simples, donc Docker push. Donc, je vais le pousser dans Bluemix, dans mon namespace Bluemix, qui s'appelle prod1. Voilà. Donc là, on a un super temps de réponse Wi-Fi. Là, je suis vraiment épaté. Merci Devox. Merci le Palais des Congrès, alors. Voilà. Ça ne va pas tarder à être fini. Et puis ensuite, donc, je vais pouvoir visualiser ces images. Donc ça, c'est effectivement des commandes Bluemix, la BX quelque chose, qui nous permettent de voir ce que j'ai dans mon registry Bluemix. Et je pense que je dois avoir deux images. Voilà, j'avais une image que j'avais déjà créée il y a quelques temps, et j'ai une image Hello World qui apparaît. Okay. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais le runner donc, dans un contexte Kubernetes. Et pour ça, je vais ici utiliser voilà, cette commande kubectl. Donc la première chose que je vais faire, c'est runner ce qu'on appelle un déploiement avec l'image que je viens de déposer dans mon registre. Okay. Mince. Donc ça devrait être très, très, très rapide, vu la taille de l'image. Et ensuite, je vais continuer par donc exposer donc certains ports. Donc ça, c'est assez important. Il faut dire quels sont les ports qu'on va utiliser. Donc on vous rappelez dans ce programme Node.js, ce petit programme Node.js, c'était le port 8080 qu'on voulait exposer. Donc là, on va l'exposer à l'extérieur et il va nous donner un numéro de port correspondant. Il va nous donner un numéro de port, voilà. Donc il va nous créer ce qu'on appelle un service au sens Kubernetes. Et il va donc exposer le port 8080 à travers un node port. Donc pour le visualiser, il faut simplement lui demander des informations plus détaillées sur le service en question qu'on vient d'implémenter. Voilà, on est presque au bout. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le port 31829. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est ouvrir un browser. Et puis, je vais récupérer l'adresse IP. Voilà, l'adresse IP que j'avais tout à l'heure. Je remonte un petit peu en arrière. L'adresse IP de mon worker. Alors, je ne sais plus où elle est. Voilà. Ici, donc. Et puis, je vais récupérer ce node port qui m'intéresse, qui va être donc l'exposition du port 8080. Donc, je redescends. Donc, c'est le 31829. Donc, retour ici. Donc, c'est 31829. Et bon, cette application me répond par ce message qui est le message que j'avais dans ma petite application Node.js. D'accord. Juste j'ai encore quelques secondes
à vous consacrer. Je peux également faire tourner donc, le dashboard, juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc pour ça, je vais juste taper cette commande ici qui va démarrer donc mon dashboard. Et je vais juste taper donc la commande HTTP ici, voilà. Et je devrais tomber sur le dashboard de Kubernetes. Il faut que je retrouve la session ici, voilà. Voilà, je crois que je suis juste dans les temps. Donc là, vous allez retrouver effectivement les différents nœuds, les statistiques, la consommation CPU, la mémoire, plus un certain nombre d'informations sur les déploiements que vous avez pu effectuer. Donc Hello World Deployment. Voilà, ce qui termine ma petite démo.